transformer et réparer. Ce qui me plaît, c'est de coupler ces deux mots qui sont d'habitude pas couplés entre eux. Transformer, c'est l'imaginaire des politiques modernes, en tout cas libérales et socialistes. Donc l'idée de transformation du monde est vraiment à l'origine de finalement la gauche moderne. Et la droite s'est définie par le conservatisme, par ne pas transformer. Au fond, les écologistes reprennent ce projet de transformation, c'est pour ça qu'ils restent à gauche, mais ils ajoutent réparer. Et réparer, ça signifie garder, conserver, réutiliser. Donc on sort un peu de l'imaginaire de la table rase et d'un imaginaire que l'on pourrait appeler l'imaginaire de la dénaturation ou de la dénaturalisation, parce que l'idée tant socialiste que libérale consistait finalement à définir une humanité qui ne devait plus rien à la nature et qui allait en tout cas la surmonter, soit parce qu'elle était libre ontologiquement, c'était les libéraux, soit parce qu'elle travaille. C'est l'idée socialiste d'une transformation de la nature par l'humanité. Mais dans les deux cas, il y a bien l'idée que l'homme transforme la nature et que sa liberté se gagne de cette transformation. L'idée de réparer introduit une nuance très significative dans cette anthropologie. Et donc on se trouve devant un développement politique tout à fait inédit en modernité, mais qui est moderne, parce qu'il met l'accent sur la liberté, sur la transformation, mais en même temps qui a bien l'idée qu'il faut conserver et qu'il faut restaurer et qu'il faut réparer, et que donc une part de nature et de dépendance à la nature continue d'habiter, en quelque sorte, les hommes libres que nous voulons être. Je pense que c'est cette tension entre transformation et réparation qui est féconde dans l'écologie politique. Alors, je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur le pouvoir transformateur de l'État. Il est bien certain que l'État constitue un appareil qui monopolise des ressources et qui peut les utiliser pour diriger l'action collective de manière efficace, de manière coordonnée. Et donc, une bonne partie des mouvements de transformation se sont donnés pour objectif de conquérir l'appareil d'État, parce que cet appareil d'État apparaissait comme l'appareil le plus adéquat pour la réalisation de leurs objectifs. Je crois que l'écologie politique à la fois épouse au fond ce projet. L'écologie politique reconnaît que l'État est un opérateur, mais l'écologie politique ne mise pas, en tout cas beaucoup moins que les mouvements antérieurs, sur la toute-puissance de l'État. L'État a des limites, ce sont des limites constitutives, et il y en a deux essentiellement. Les premières, c'est le fait que dans une société moderne, nous pouvons et nous devons, pour des raisons normatives et pour des raisons d'efficacité, nous pouvons et nous devons faire confiance à la société civile. Et donc qu'effectivement, entre État et société civile, il y a un couplage, beaucoup plus qu'une subordination. Ce qui met d'emblée l'écologie politique dans la veine de la critique de la bureaucratie. La bureaucratie est plus un obstacle qu'un levier pour réaliser des objectifs de transformation, réparation. Ça, c'est la première limite à l'action de l'État. Et la seconde limite à l'action de l'État, c'est que par évidence, l'État est un État national. Il a été construit sur une base territoriale, sur la base au fond d'une unité fantasmée entre le territoire, le peuple, l'appareil politique et le pouvoir de dire le droit. Et au fond, cette construction à la fois imaginaire et réelle, parce que l'imaginaire entraîne le réel et le réel soutient l'imaginaire, est en train de s'effondrer de par les mouvements de globalisation. Puisque la globalisation suppose évidemment qu'un certain nombre de problèmes sont générés par les interdépendances
non pas des États entre eux, ce n'est pas nécessairement ça, mais surtout de la société civile. Par exemple, le système économique dépasse, ça Karl Marx l'avait déjà remarqué, de loin les frontières nationales. Le système scientifique dépasse les frontières nationales. Il n'est pas question de faire une science belge ou française. La science est par essence et par vocation universelle et ces circuits de réalisation sont de plus en plus globalisés. Donc c'est le cas de l'économie, c'est le cas de la science, c'est le cas des grandes religions. Les grandes religions ne connaissent pas de frontières nationales, et cela depuis l'âge axial. Donc on se trouve devant, si vous voulez, des développements de la globalisation qui font que la capacité de l'État d'intervenir efficacement à partir d'une base territoriale est en fait très limitée. Et c'est la deuxième limite à l'action de l'État. Le propre de l'écologie politique, c'est qu'elle est contemporaine en fait de la globalisation comme telle. Elle n'est pas simplement, elle ne peut pas se ramener à l'action d'États nationaux. Cela ne veut pas dire que les États nationaux disparaissent du jeu. Je ne suis pas en train d'expliquer que l'ONU ou la Commission européenne, au niveau continental, doivent prendre tout le pouvoir, mais cela signifie que l'action écologique se distribue sur différentes strates. Alors je crois que les mouvements écologistes peuvent trouver un écho et avoir une vraie pertinence par deux voies. La première, c'est la voie de la société civile organisée, qui n'est pas la société civile tout court. C'est la société civile qui s'organise autour de projets, autour de convictions, qui a une base volontaire et qui mène des expériences nouvelles de production, des expériences d'économie sociale et solidaire, des expériences de tiers secteur. Donc on se trouve là devant une véritable, moi je dirais volontiers, on est là devant une ruche qui est en train de produire du miel. Et les écologistes trouvent naturellement dans ces lieux un lieu d'expression et d'action. Mais il faut quand même le soutien des pouvoirs publics. Il faut quand même un soutien de l'appareil d'État. Et l'appareil d'État n'a pas toujours été favorable à ces mouvements, loin de là, au contraire. L'appareil d'État peut les marginaliser, peut ne pas les aider ou faire semblant de les aider en distribuant non pas des subsides mais des cacahuètes. Donc il y a véritablement une action politique qui doit être menée au niveau des États. Et c'est ce couplage qui permet de changer en fait la politique. En aucune façon, nous ne pouvons, comme l'a fait malheureusement très fort le mouvement socialiste, tout miser du côté de l'État. Nous devons toujours marcher sur deux jambes. La société civile organisée est une jambe et la représentation politique, l'action politique, la présence dans les institutions est l'autre jambe. C'est une question vraiment cruciale pour le mouvement écologiste, c'est de savoir si oui ou non, finalement, il reprend et il subsume l'imaginaire socialiste de l'égalité ou bien s'il l'abandonne. Et actuellement, il est vrai que dans l'écologie politique, il y a quand même un peu les deux tendances. Je pense qu'il faut défendre l'idée d'une reprise, mais à nouveau frais, de l'objectif d'égalité par l'écologie politique, mais en tenant compte d'une double transformation. La première transformation, c'est bien évidemment le fait suivant. L'État social, tel qu'il s'est constitué, alors on peut discuter sur les datations, mais enfin disons à partir de 1945, en tout cas il a été institutionnalisé en 1945 à la faveur d'une politique de reconstruction. Cet État social était fondamentalement un État de la croissance. Et
les politiques d'égalisation se sont fondées sur l'objectif et la certitude qu'il y avait une croissance économique. Cette croissance économique a été assurée jusque dans les années, disons 80 du siècle passé. Et puis, la croissance n'était plus au rendez-vous et ne permettait plus notamment d'anticiper des gains de productivité importants permettant des hausses de salaire et la généralisation d'un marché de la consommation. C'est dire que l'État social, dans son ADN tel qu'il s'est constitué, était, parce qu'il était keynésien, était pro-croissance et était en faveur d'un consumérisme de masse. Il a été le soutien du consumérisme de masse. Or, c'est ce consumérisme qui est aujourd'hui en question. Et c'est cette croissance qui est aujourd'hui en question. Cette croissance génère des effets pervers importants sur la santé, sur le climat, sur l'occupation de l'espace, sur la production des déchets. Il y a toute une série d'effets pervers qui n'étaient pas pris en compte par le projet d'État social. Et surtout, l'État social est l'instrument de la diffusion de la consommation et donc un support, en fait, du développement du capitalisme comme tel. Donc, il faut bien relativiser la limite que l'État social a mise au développement du capitalisme. Le nouvel État social qui doit émerger est un État social qui problématise radicalement les objectifs de croissance et les objectifs de développement de consommation de masse. Donc l'État social n'est pas neutre sur le plan écologique, bien au contraire. Il doit redéfinir radicalement ses objectifs en termes économiques, mais pas nécessairement en termes de distribution. Les assurances contre le risque ont montré leur efficacité une fois de plus au moment de l'épidémie, par exemple. Nous avons eu la chance dans les pays d'Europe de l'Ouest, au contraire d'autres pays, même occidentaux, comme les États-Unis par exemple, de jouir d'un système de protection sociale particulièrement performant. Donc l'idée d'une socialisation ou d'une démercantilisation des systèmes de santé reste totalement à l'ordre du jour. Donc on se trouve là sur un premier point, l'avenir de l'État social devant une nécessité d'une transformation, certes, mais qui est dans la continuité des systèmes antérieurs. Il y a cependant une deuxième dimension qui est nouvelle dans le problème des égalités, ce sont les égalités à un niveau supranational, que ce soit au niveau continental ou au niveau mondial. Cette problématique est très difficile à traiter et ne peut pas être traitée tout simplement par l'État social puisqu'il s'agit de rapports de justice entre des groupes sociaux qui sont très éloignés géographiquement, mais néanmoins interdépendants. Donc nous avons besoin d'institutions transnationales de justice qui posent radicalement et de façon nouvelle des questions sur la justice des systèmes de production mondialisés et des systèmes de répartition mondialisés. Je vais donner un exemple. Dans le cas de l'Amazonie, donc à juste titre, les pays occidentaux demandent à l'Amérique latine de préserver la forêt amazonienne. C'est un manque à gagner de leur côté. Ce sont des possibilités de développement qui se ferment. Il est normal qu'ils demandent une compensation financière qui prendra nécessairement la forme d'un transfert financier important. Donc ce genre de dispositif nécessite des institutions transnationales qui sont à ce jour encore totalement inédites et à construire. Et je pense que c'est vraiment la tâche des mouvements écologistes aujourd'hui de projeter de telles institutions au niveau continental, ça vaut pour l'Europe, mais aussi au niveau planétaire, au niveau global.